Il est l'un des personnages les plus en vue du leadership étudiant, coordinateur des écoles et instituts. Il fait partie des membres du collectif des amicales de l'UCAD. Serigne Diallo Aidara incarne une forme d'engagement où écoute, négociation, coordination se conjuguent au quotidien. À travers lui, nous allons explorer défis, responsabilités, échecs, réussites et complexité du dialogue. Serigne Aidara, bonjour. Bonjour. À quoi consiste le rôle de représentant des étudiants? Merci beaucoup pour votre question. Concrètement, comme vous dites, le rôle du représentant d'étudiants, c'est de défendre les intérêts des étudiants. C'est de les représenter dans les instances de décision. C'est de parler en leur nom. C'est de décider à leur place, mais toujours en les consultant. C'est donc le représentant d'étudiants qui est le porte-voix, qui est le miroir à travers lequel reflètent les aspirations, les idées et les positions des étudiants qu'ils représentent. Vous l'avez dit vous-même, décider à leur place, cela dit, vous connaissez leurs revendications. N'est-il pas facile d'être submergé par ces revendications? Voter pour quelqu'un, c'est déléguer des pouvoirs. C'est lui déléguer des pouvoirs, lui conférer des prérogatives. Et dans ces prérogatives-là, il y a le fait de décider à votre place. Ce n'est pas une substitution, mais c'est juste une délégation. Et donc, cette délégation, comme vous l'avez dit, engage beaucoup de responsabilités parce que un seul oui ou un seul non d'un représentant d'étudiant peut avoir des conséquences, des répercussions sur l'avenir, sur le vécu, sur le quotidien des étudiants-là que vous représentez. Donc, c'est avec beaucoup de responsabilités que cette charge-là s'impose à nous tous, représentants d'étudiants. C'est connaissant également cette responsabilité-là que nous avons, nous aussi, la responsabilité de ne pas être submergés par ce pouvoir-là, par cette responsabilité. C'est pas une communauté quand même homogène. Il y a différentes visions, des milliers de personnes. Comment vous faites pour coordonner tout cela, pour avoir un consensus? La discussion, le dialogue. Quoique le temps puisse être interminable, quoique les discussions puissent se répéter, quoique l'organisation de réunions puisse s'éterniser tard dans la nuit et reprendre le lendemain matin, c'est dans ces discussions-là, dans ces dialogues permanents, que ces consensus forts sont obtenus d'abord à la base, ensuite avec les autorités. Donc, il n'y a pas de secret particulier, ce n'est pas une imposition d'une vision. Il s'agit de visions multiples que les étudiants ont, des points de vue motivés par une expérience basée sur un vécu, un raisonnement, parce que on est dans une structure où la personne qui a le moins d'expérience a le bac au moins. Et donc, c'est une masse critique assez importante. Ouais. Donc, diriger cette masse critique-là revient à avoir l'humilité nécessaire pour comprendre, écouter et accepter toutes les critiques qui sont faites, sachant que ces critiques-là, rassemblées, ne concourent qu'à faire jaillir cette lumière qui permettra à l'étudiant de continuer à préserver ses acquis et à poser sur la table des revendications, des expressions de besoins qui vont améliorer leur vécu quotidien, actuel et futur. Ils ont tous le bac, mais ce qui est plus à gérer, c'est les émotions, n'est-ce pas le plus difficile? Au-delà des étudiants, je pense que les émotions sont les choses les plus difficiles, non seulement à gérer, mais à comprendre. Je pense que l'enjeu est dans la compréhension de ces émotions-là et dans la motivation de ces émotions-là. Je pense qu'il faut avoir la patience d'écouter, de comprendre, cette empathie-là, de se mettre à la place des autres pour ressentir ce qu'ils ressentent et pouvoir traduire ça en actes. Parce que lorsqu'il s'agit de poser des revendications, ce n'est pas l'émotion qui prend le dessus, mais l'émotion peut motiver une revendication. Surtout. Et comment réagissez-vous si l'une de vos décisions ou des décisions sont mal comprises par les étudiants? D'abord, la chose la plus importante, c'est de savoir que nous ne détenons pas le monopole de la raison. Descartes disait que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. C'est pas parce que la décision vient de nous et de nos délégués que forcément les étudiants-là peuvent l'accepter et le comprendre. Donc, après avoir pris une décision, normalement qu'on a prise sur la base de concertation, s'il y a des voix qui se lèvent contre ces décisions-là, il faut écouter le raisonnement qu'il y a derrière et avoir l'humilité, si ces arguments-là démontent nos positions, de pouvoir l'accepter et de l'intégrer dans notre posture et dans la manière dont nous gérons la suite de cet événement-là. Très intéressant. Donc, si vous aviez 3 mots pour caractériser le leadership étudiantin, quels seraient-ils? C'est difficile de limiter ça en 3 mots, mais je dirais que la première des choses, c'est la sincérité. La sincérité dans ce qu'on fait. Quand on est sincère dans ce qu'on fait, peu importe les retombées qu'il y a, on agit avec une conscience tranquille. Ne pas se lancer dans un jeu de dupes où on essaye d'avoir forcément un gagnant ou un perdant,
mais être sincère dans notre engagement. S'il y a un deuxième élément qu'il faut ajouter aux attitudes qu'un leader d'étudiant doit avoir, c'est l'écoute. Ouais. Il faut plus écouter même qu'on ne parle. Une expression dit que si on nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois et parler 1 fois. Donc parfois une décision s'impose et il faut trancher. Mais même quand il faut trancher, c'est en ayant les informations de part et d'autre qu'on peut avoir qu'on peut avoir une vision beaucoup plus globale. Au-delà de l'écoute, il y a la responsabilité aussi. Parce que le leadership étudiant a très souvent été catalogué comme un leadership assez violent, un leadership va-t-en-guerre. Et donc, dans les réactions qu'il faut avoir par rapport à une situation, la mesure de la proportionnalité de cette réaction-là doit se faire systématiquement. Et donc, cela engage une responsabilité qui impose aussi, s'il est nécessaire d'aller dans ce sens-là, de le faire. Et donc, cette responsabilité-là est un couteau à double tranchant parce qu'il faut savoir raisonner parfois les personnes qui sont avec vous pour leur dire que ce n'est pas la bonne attitude à tenir. Mais il faut aussi savoir franchir parfois les lignes qui peuvent sembler rouges si ce besoin-là se présente pour l'intérêt des étudiants. La communication avec les étudiants, elle est permanente. Comment vous vous y prenez? C'est une chose assez difficile parce que la manière dont vous avez le temps de le faire avant de jouir de mandat change radicalement du jour au lendemain lorsque vous avez de nouvelles responsabilités. Par exemple, si vous n'étiez qu'un étudiant, un délégué, qui après ses cours peut aller discuter avec ses camarades pour recueillir, pour voir les émotions, à partir du moment où vous avez une nouvelle responsabilité, où vous avez une réunion au rectorat de 10h à midi, une autre au cours de 14h à 16h, et une réunion de votre propre bureau de 20h à 23h, parfois vous ne trouvez plus le temps pour réellement aller à la rencontre des étudiants. Mais ce qui comble un peu ce déficit-là, c'est que l'organisation de nos structures se fait par relais. Par exemple, dans chaque école ou institut, il y a une amicale. Et donc, s'il y a nécessité de discuter sur une question, au-delà d'une assemblée générale qu'on peut organiser, c'est l'assemblée des délégués qui peut être réunie pour discuter sur un sujet. Et donc, c'est après, autour de ces délégués-là, de faire le relais et de passer l'information au niveau de leur établissement respectif. Vous avez des responsabilités, mais vous restez quand même étudiant. Comment vous arrivez à gérer votre temps? 24 heures, c'est trop petit. Je pense que les journées devraient être rallongées de 30 heures ou de 32 heures pour faire certaines choses, parce que c'est difficile. Et on l'oublie. Même avec les autorités, on oublie parfois qu'on est aussi des étudiants. Si on programme des réunions à 10 heures, par exemple, qu'on programme des réunions à 8 heures, on programme des réunions à 15 heures, c'est oublier un peu que ces représentants-là sont des étudiants. Donc, c'est des sacrifices qu'on fait au moment où nos camarades préparent les TD, au moment où nos camarades préparent les examens, au moment où nos camarades préparent les devoirs. Nous sommes peut-être en réunion, nous sommes en discussion, nous sommes, pour que nous tous puissions bénéficier de tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on découvre, c'est des choses que nous connaissions avant de prendre cette responsabilité-là. Maintenant, il convient juste de l'assumer et de s'organiser. Parce qu'à la base, lorsque nous sommes ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est pour un but bien précis. Moi, quand je venais ici à l'université en 2021, mon objectif, c'était pas de devenir coordonnateur des écoles d'institut. Mon objectif, c'était de finir ma formation au CESTI, d'avoir mon diplôme de journalisme et de commencer à travailler. C'est quelque chose qui nous rejoint au cours de notre parcours. Il faut s'adapter, s'organiser et garder en tête qu'il y a une priorité que nous négligeons parfois et à tort. Mais est-ce qu'il y a une méthode particulière que vous avez pour gérer votre temps? Vous dites, voilà comment je priorise les activités, soit le cours. Est-ce que vous avez une méthode bien particulière? Moi, non, et on me le reproche souvent parce que j'en oublie des choses. Je n'ai pas de méthode particulière. J'ai pas envie de me renfermer dans une routine ennuyeuse. Je n'ai pas de méthode particulière, mais j'aime aborder les choses comme je les ressens, même si d'apparence, je peux sembler très réfléchi et quelqu'un de très méthodique, mais dans ma manière de fonctionner au jour le jour, ce n'est pas une organisation parfaite. Je peux maîtriser 2-3 choses que je dois faire, mais le reste, je les prends comme ils viennent parce que c'est la réalité du campus également. On peut avoir notre calendrier, mais on est sûr que le campus a son propre calendrier qui peut venir bouleverser notre calendrier à tout moment. Et donc, on donne une grande marge pour ce calendrier-là qui ne dépend pas de nous. Et de toute cette aventure, est-ce que vous avez une crise que vous avez surmontée?
Mais il y a eu des crises multiples avant même d'être coordinateur des écoles et instituts, lorsqu'il a fallu fermer l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et imposer les cours en ligne. C'était un moment assez particulier en termes de crise, la fermeture de l'université en 2023, accompagnée de l'imposition de suivre ces cours en ligne là, alors que les dispositions pratiques, techniques n'étaient pas réunies pour ça. C'était doublement difficile parce que les étudiants, c'était pas, la position n'était pas unanime sur le fait de suivre et de ne pas suivre, surtout partant du fait que certains voulaient terminer leur cours, certaines écoles où certains instituts avaient la capacité technique, les moyens techniques peut-être de faire ces cours en ligne, ce qui n'était pas le cas des facultés, ce qui n'était pas le cas de ceux qui habitaient dans les régions reculées ou même trouver le réseau était difficile. Et donc c'était une tension permanente entre le fait de se dire, pour ceux qui ont la possibilité de le faire et qui n'ont pas de problème avec ça, comment est-ce qu'on fait pour que eux ne soient pas lésés? Mais on a aussi la responsabilité que les décisions qui sont prises engage toute la communauté. Et donc, c'était un tiraillement constant, même du point de vue personnel. Comment est-ce qu'on fait pour nous, pour que ce qui nous a amenés ici et la formation qu'on a suivie pendant 3 ans ne puisse pas être mise à la poubelle par cette situation-là. Donc, c'était un moment quand même c'était un moment intense en termes d'émotion. Mais avec tous ces sacrifices et ces moments de crise où tout le monde peut être chez eux, vous êtes sur le terrain, est-ce que, au jour le jour, ce que vous vivez en tant que leader, la base peut mettre, ils ont cette empathie-là envers vous? Parfois on le ressent, ce n'est pas souvent le cas. Parfois on le ressent, mais on ne l'attend pas forcément. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend forcément. Quand on le reçoit, c'est vrai que cela fait du bien, que les personnes pour lesquelles peut-être tu bouges, tu te sacrifies, tu laisses des cours, puissent te montrer qu'ils sont au courant de ce que tu fais. Mais je pense qu'il faut pas l'attendre. Parce que lorsqu'on demandait ces mandats-là, on savait à quoi est-ce qu'il fallait nous attendre. Et qu'en est-il des liens que vous avez avec la maison mère? C'est le coude. Gère la restauration, gère le logement. Quel est le lien que vous avez avec le coude? Je pense que avec le coude, nous sommes des partenaires. Ouais. Nous sommes des partenaires dans la mesure où nous avons les mêmes objectifs. Ouais. En principe, qui est de rendre la vie de l'étudiant paisible. Qui est de faire que l'étudiant soit dans une quiétude où il pourra poursuivre son parcours académique dans la plus grande des sérénités. Donc c'est normalement c'est une relation qui doit être cordiale, qui doit être amicale, qui doit être connectée. Dans une relation syndicat-administration, les heurts sont fréquents, mais les heurts ne sont pas synonymes d'adversité ou de sentiment de rejet. C'est parfois de l'incompréhension, souvent de l'opposition, parce que quoi que les objectifs puissent être identiques, les priorités peuvent être différentes. Et quand les priorités sont différentes, chacun essaie de défendre ces priorités-là. Mais moi, je me dis, à chaque fois qu'il y a une situation qui se pose, il y a possibilité de sauver l'essentiel. Et sauver l'essentiel, c'est essayer de trouver la solution qui puisse garantir la stabilité au niveau du campus social et ne pas être à l'encontre de l'épanouissement de l'étudiant. Qu'est-ce qui pourrait améliorer cette relation-là entre étudiants et administration? C'est la sincérité dans les actes que nous posons, dans la communication qui est établie. C'est ne pas essayer dans cette relation-là qu'il y ait un gagnant ou un perdant. Tant qu'on est dans ce schéma-là où chacun essaie de gagner quelque chose par rapport à l'autre, il y aura forcément ces heures-là parce qu'il y a un héritage, il y a quelque chose qui a été là pendant très longtemps qui fait que à chaque fois qu'il y a nécessité de se parler, à chaque fois qu'il y a nécessité de communiquer, chacun s'attend à ce que l'autre camp ne puisse pas jouer franc jeu ou qu'il puisse faire de l'anti-jeu. Et donc, se regarder en chien de faïence est une habitude malheureuse que nous avons tous, administration comme du côté étudiant. Et je pense que c'est en se débarrassant plus de cette posture-là, de cette attitude-là, qu'on peut conclure tous ensemble à préserver ce qu'il y a de plus essentiel, c'est l'intérêt de l'étudiant. Le MESRI veut améliorer le système d'enseignement. Vous en pensez quoi? Il y a beaucoup de choses à dire sur le système de l'enseignement supérieur et je pense qu'il faut adresser ces questions-là le plus rapidement possible. Et le jour où ces questions-là seront débattues, je pense que les étudiants ont beaucoup de propositions à faire dans ce sens-là parce que ce sont nous qui sommes les premiers impactés. Ce sont nous qui sortons chaque année 300 000 personnes sur le marché du travail, ceux qui sortent ne répondant pas forcément
à la demande qu'il y a sur le marché. Donc, c'est des propositions. C'est une situation qui est connue de tout le monde. Ce n'est pas la découverte du siècle que notre système, l'enseignement supérieur mérite des réformes. Cela dit, ces réformes-là doivent toujours concourir à ce que les étudiants ne puissent perdre aucun acquis et que leurs conditions d'études et de post-études soient renforcées. Dans ce cadre-là, nous sommes parfaitement d'accord sur ce principe-là. Aujourd'hui, en fin de votre mandat, que voudriez-vous que les gens retiennent de votre passage? On dit souvent que la gestion, ce n'est pas le plus important, mais ce qui est important, c'est l'après-gestion. Ouais. Et l'après-gestion, c'est ce que les gens peut-être retiennent de votre passage. Je ne sais pas ce qu'ils vont retenir, mais je pense qu'on retiendra de moi quelqu'un d'engagé, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de disponible, quelqu'un de responsable quand il s'agit de poser sur la table les revendications et quand il s'agit également de dire la vérité à mes pairs, quelqu'un de conciliant avec qui on peut trouver un consensus à chaque fois qu'une situation de crise se présente. Je pense qu'on retiendra de moi quelqu'un qui a respecté sa parole tout au long de son mandat, qui ne s'est pas engagé dans une aventure de tromperie, dans une aventure de duperie, dans un jeu d'échecs et maths. Je pense qu'on retiendra de moi quelqu'un d'authentique, de sincère. J'espère qu'on retiendra de moi tout ça et surtout qu'on retiendra de moi quelqu'un d'imparfait qui a connu des impairs. Comme tout le monde. Et moi, j'aurais retenu 3 choses que vous m'aurez appris et qui sont essentielles pour le leadership. L'authenticité, l'empathie et la responsabilité. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.